Pas de tribune, pas de recette pour les brûleurs de loups. C'est un coup dur pour le club de hockey qui s'est vu contraint de repousser ses 2 prochains matchs à domicile. Un grand bol d'air frais, mais surtout beaucoup de sensations. Dans ce journal, nous irons dans les coulisses de Vertige Aventure, le premier centre d'Europe de saut à l'élastique. Et pour les esprits plus tranquilles, direction le musée Hébert avec l'exposition du sculpteur Jean-Baptiste Carpeau. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du vendredi 23 octobre. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Couvre-feu élargi et confinement le week-end, ce sont les mesures que demandent des médecins d'Auvergne-Rhône-Alpes. L'Union régionale des professionnels de santé chez les médecins libéraux de la région alerte quant à la progression de la pandémie et affirme qu'un élargissement immédiat des horaires de couvre-feu à partir de 19h en semaine et un confinement les samedis et dimanches sont nécessaires. Ils déclarent dans leur communiqué que la situation est trop grave et que le temps n'est plus aux demi-mesures. Crise sanitaire oblige, pas de supporters pour les hockeyeurs. Dans un communiqué, le club a déclaré être surpris par cette décision de la préfecture, sachant que certains clubs du même type dans des zones de couvre-feu peuvent accueillir du public et des partenaires. Il dénonce donc un traitement inégal. Les 2 prochains matchs à domicile des brûleurs de loups sont donc reportés car pas de tribune, pas de recette. C'est un coup dur pour le club. Il est joué à Pôle Sud. Pendant ça en public, ça revient à dépenser 5 000 € ou 6 000 € qui est le coût du match, avec aucune recette en face. Ça peut pas, c'est pas entendable et ça peut pas être joué. Enfin, j'ai pas de droit à TV, j'ai pas d'autres revenus si ce n'est la fréquentation d'un patinoire. Donc ouais, effectivement, on ne jouera pas si on n'a pas de public. Pour moi, l'aspect sanitaire prime, mais je pense que je peux garantir à l'ensemble de notre public, et on a fait suffisamment d'efforts et d'investissements pour cela, une sécurité sanitaire hors pair qui est bien plus importante que ce qu'on peut trouver ailleurs. Et ce qui m'a finalement vraiment agacé, pour en terminer, c'est qu'on ne veuille même pas nous écouter, qu'on n'ait même pas la possibilité de présenter l'important dossier que nous avons constitué pour aller le justifier à la préfecture. C'est-à-dire que nous avons par exemple Rouen, qui est notre principal adversaire, ou en tout cas notre challenger direct. Et Rouen est dans une zone équivalente à la nôtre. Et la préfète a pris une position diamétralement opposée, puisqu'elle accepte effectivement les 1000 personnes dans cette patinoire, qui est plus petite que la nôtre, mais elle confirme également le fait qu'ils peuvent recevoir en plus de ces 1000 personnes, les personnes accréditées, alors que nous, on joue Rouen juste après, et on nous dit, non, vous, c'est 0. En conséquence, le club a lancé une pétition pour pouvoir accueillir son public pendant les matchs dans la limite de 1000 personnes. Toujours chez les sportifs grenoblois, mais adeptes du ballon rond cette fois, 19 cas de Covid ont été recensés au sein du club du GF 38. La LFP a donc décidé de reporter leur match face à Nancy, qui aurait dû se dérouler à domicile ce samedi. Parmi les 19 cas positifs, 13 joueurs et 5 membres du staff sportif sont touchés, mais aucun d'eux n'est atteint de symptômes graves. Et puisqu'on a parlé foot et hockey, nous sommes obligés de parler rugby à présent, mais de façon plus positive. L'Iséroise Emeline Gros a été titularisée au poste numéro 8 au sein du 15 de France féminin qui jouera à Glasgow dimanche à 15h. Le match aurait dû avoir lieu le 7 mars dernier, mais avait été reporté. L'ancienne joueuse des Amazones du FCG jouait depuis le début de la saison à Montpellier. On se jette dans le vide à présent avec le premier centre d'Europe de saut à l'élastique. C'est à Ponsonnas que les amoureux de sensations fortes peuvent faire le grand saut et à Grenoble que sont fabriqués les fameux élastiques. Voici le reportage de Charlotte Faulkner. Sauter à l'élastique, cela peut sembler fou pour de nombreuses personnes, mais chez Vertige Aventure, cela fait plus de 30 ans que c'est leur spécialité. Basée à Grenoble, tout a commencé par un saut dans la région en 1986, une première à l'époque. Aujourd'hui, la discipline a peu évolué, mais le matériel a beaucoup changé. Cela fait maintenant 25 ans que l'entreprise Vertige Aventure fabrique et vend ses élastiques. La fabrication, elle peut se résumer, il faut évidemment 2 pièces qu'on place aux extrémités de l'élastique. Donc en général, nous on utilise des maillons et on tresse entre ces 2 maillons des bandes de latex. Nous on reçoit du latex qui est livré en carton, c'est des grandes bandes qui font jusqu'à 700 mètres de long et qu'on arrive à tresser entre ces deux maillons. Voilà, alors, il y a plein de techniques. En général, les élastiques sont montés sous tension
pour justement obtenir un produit qui ne bouge pas dans le temps. L'entreprise a mis au point des procédés de fabrication très rigoureux afin de proposer des élastiques testés pour 500 seaux. Quand on a fini de monter un élastique, on sort ce qu'on appelle le module de l'élastique, c'est-à-dire on sort une courbe pour voir si il répond bien aux critères qu'on souhaite lui avoir donnés. Donc pour ça, on tire évidemment sur l'élastique, on mesure son allongement et au fur et à mesure où on mesure son allongement, on mesure la tension qu'on y applique. Ça permet de sortir un module. Et avec toutes ces données, toutes ces valeurs-là, on sort la carte d'identité de l'élastique. Parmi les principaux clients de Vertige Aventure, les parcs d'Acrobranche, les sites de saut à l'élastique, mais aussi des entreprises plus inattendues dans le monde de l'audiovisuel, avec notamment l'émission Fort Boyard. Alors, il y a des épreuves évidemment qui font appel à de l'élastique, comme le saut de l'ange, tout ce qui est par exemple la tiro-catapulte, qui est peut-être un des jeux les plus impressionnants qui passe à la télé. Donc tous ces jeux-là, c'est à base d'élastique. Donc ça, c'est une partie qu'on maîtrise parfaitement bien. Mais la plupart des jeux, il y a un catalogue de 55 jeux exactement sur le fort. Et c'est des jeux aériens où là, c'est des chutes, des vraies chutes. Donc il faut qu'on trouve les solutions pour retenir le candidat, pour le laisser chuter en toute sécurité. Vertige Aventure gère également le site du pont de Ponsona où près de 4000 visiteurs par an sautent du pont culminant à 103 mètres au-dessus du Drac. Et pour ceux qui voudraient tenter l'expérience, Vertige Aventure est ouvert tous les week-ends jusqu'au 7 novembre. Pour les adeptes d'activités plus calmes, le musée Hébert propose ce samedi 24 octobre une visite guidée de son exposition sur le célèbre sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux. En voici un petit avant-goût avec notre journaliste Émilie Flamin. Le sculpteur du sourire. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est le surnom du célèbre Jean-Baptiste Carpeaux. Ce sculpteur et peintre des années 90 est mis à l'honneur au musée Hébert qui propose une exposition de ses nombreuses œuvres. Jean-Baptiste Carpeaux est un grand sculpteur du Second Empire, très célèbre à son époque, ami du peintre Hébert. Donc c'était l'occasion d'inviter Carpeaux dans la maison d'Hébert. Nous avions nous-mêmes au musée Hébert une collection d'œuvres de Carpeaux qui venaient soit de la princesse Mathilde, soit directement d'Hébert. À travers une dizaine de peintures allant du portrait à l'autoportrait et plus de 40 sculptures en bronze, en terre cuite ou même en marbre, vous pourrez découvrir les 15 ans de carrière de Jean-Baptiste Carpeaux. Il est réaliste, naturaliste, je dirais, très proche de la vérité et très expressif. C'est pour ça qu'il a cette facilité dans la façon de rendre la vérité d'un personnage qui a fait sa renommée. Ces sculptures au réalisme troublant sont exposées dans 2 salles avec 2 ambiances différentes. D'un côté, les salles d'exposition temporaire présentent la carrière de Carpeaux. De l'autre côté, dans la grande galerie, nous sommes plongés dans l'atmosphère du Second Empire avec les œuvres qu'il a réalisées pour la cour des Bonaparte, notamment le portrait de la princesse Mathilde en sculpture, mais pas que. Carpeaux a fait sa renommée sur son œuvre sculptée. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il est aussi un peintre et qu'il a peint des tableaux qui sont une sorte de journal pour lui, qui relatent les événements qu'il a connus ou qui sont des témoignages des œuvres qu'il a réalisées en sculpture. Le musée Hébert propose cette exposition jusqu'au 4 janvier 2021, l'occasion de revenir quelques centaines d'années en arrière et de se plonger dans la vie d'un artiste à la fièvre créatrice. Et jusqu'au 3 novembre, il est aussi possible de participer au jeu de la pesée au musée Hébert. Il s'agit de tenter de deviner le poids d'une courge en la soupesant, où la personne la plus précise remportera un ouvrage consacré à Jean-Baptiste Carpeaux. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi, puis toutes les heures à partir de 18h pour un nouveau point sur l'actualité. À 18h, puis toutes les heures à partir de 18h, bien sûr. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et un très bon week-end.